Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental est prêt à des négociations directes avec le Maroc. Le royaume marocain en contrôle la majeure partie. Au Malawi, les services de santé utilisent la technologie pour sauver des vies. Les drones sont considérés comme un élément incontournable de l'aide humanitaire. Et puis en Afrique du Sud, la première adaptation de Couleur pourpre est à voir au Joburg Theater depuis le lundi 5 février. Mais tout d'abord au Tchad, le ministre de la Culture et de la Jeunesse, Mahama Saleh Haroun, a été limogé ce jeudi 8 février 2018 par un décret gouvernemental. Il est remplacé par Djiber Ounous, un ancien ministre de la Culture. Le règlement du conflit au Sahara occidental semble être en bonne voie. Le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, se dit prêt pour des négociations directes avec le Maroc, qui en contrôle la majeure partie. Le Polisario et Rabat n'ont plus négocié directement depuis l'échec en 2012 d'un cycle de 5 ans de pourparlers. Les explications de Corinne Camden. Ce lundi 5 janvier, le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, a déclaré qu'il était prêt pour des négociations directes avec le Maroc sur l'avenir du territoire contesté. Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui autoproclamée, qui contrôle une mince bande du territoire, a indiqué qu'une délégation du Polisario avait rencontré à Berlin le 25 janvier l'envoyé des Nations Unies au Sahara occidental, Urs Keller, pour en discuter. C'est une nouvelle phase de discussion visant à préparer une nouvelle phase de négociations directes. Le Polisario est prêt pour des négociations directes avec le Royaume du Maroc pour faire la paix. Le Front Polisario et le Maroc se sont battus pour le contrôle du Sahara occidental de 1974 à 1991. Rabat s'emparant du territoire du désert avant un cessez-le-feu négocié par l'ONU dans l'ancienne colonie espagnole. Le royaume chérifien considère le Sahara occidental comme une partie intégrante du Maroc et propose une autonomie pour le territoire riche en ressources. Mais le Front Polisario insiste sur un référendum de l'ONU sur l'indépendance. Les deux parties n'ont pas eu de discussion directe depuis 2012, suite à l'échec d'un cycle de 5 ans de pourparlers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la reprise de la volonté du Polisario, sa volonté de négocier directement avec le Maroc, montre que le réalisme commande en tout cas à sortir de cette impasse-là. Et ce n'est que le début, en tout cas, d'un long processus. On va voir comment le négociateur onusien va pouvoir, qui a beaucoup d'expérience, il a été dans d'autres crises un médiateur efficace. Et je pense que le moment est mûr aujourd'hui de sortir de cette situation et de cet immobilisme, parce que au fond, l'affaire du Sahara occidental est devenue un élément perturbateur dans les relations Maroc-Afrique ou Algérie-Afrique, et on voit que il est aujourd'hui important de trouver une solution. Fin janvier, M. Keller a invité les deux parties en conflit, ainsi que les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à prendre part aux discussions. Le Maroc a indiqué qu'il rencontrerait M. Keller, mais sans donner de date précise. Les passeports biométriques de la communauté d'Afrique de l'Est peinent à s'installer. Sa délivrance a été décidée lors du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est de mars 2016. Il a été adopté par le Kenya et la Tanzanie. De leur côté, l'Ouganda et le Burundi, tout comme le Rwanda, ne sont pas encore parvenus à le mettre en place. Neili Claude-Bessa. L'Ouganda, le Kenya et le Burundi ont signalé des évolutions liées à la disponibilité du passeport régional. En effet, le Rwanda est actuellement en phase d'acquisition des systèmes et des livrets pour le dit passeport. De son côté, le Burundi s'apprête à déployer le document unique, tandis que l'Ouganda est encore à l'étape du financement pour la production des livrets de passeports électroniques. Un document qui, selon les experts, pourrait apporter plusieurs avantages aux pays de la sous-région Afrique de l'Est. L'arrivée du passeport régional électronique rentre en réalité dans un processus de numérisation du système économique, éducatif et sanitaire en Afrique de l'Est. En matière de libre circulation des personnes, le passeport biométrique a cet avantage
qui permet juste à tous ces citoyens de circuler dans un même espace communautaire, puisque c'est un passeport régional. Le passeport biométrique est conforme aux lignes directrices établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Il facilitera le dédouanement rapide des citoyens dans les bureaux d'immigration. Un système automatisé de vérification d'empreintes digitales dans une base de données permettra de se prémunir contre les multiples émissions de passeports à la même personne et de détecter les imposteurs. En matière de sécurité, la technologie de conception limite la contrefaçon. La technologie de contrôle permet également de stopper tous ces contrevenants à la technologie initiale. Voilà comment ce passeport permet de stopper l'avancée de la criminalité et de l'insécurité. Le lancement du passeport unique dans la sous-région facilitera la libre circulation des personnes et des travailleurs en vue d'une amélioration de l'intégration économique et de l'harmonisation de la communauté. Des drones pour sauver des vies. Au Malawi, les services de santé se servent de drones pour créer des cartes images des zones à risque afin d'endiguer la propagation du choléra. La maladie a touché au moins 6 districts suite à une épidémie en novembre 2017. Le Malawi a alors ouvert son couloir de drones en 2017. Ces outils sont de plus en plus considérés comme une composante du développement de l'aide humanitaire. Corinne Camden. Au Malawi, les services de santé emploient un moyen novateur pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission du choléra dans la capitale Lilongwe. Les drones aident à cartographier les zones densément peuplées et collectent des données pour les agents de santé afin de mettre en œuvre des interventions pour endiguer la propagation de la maladie. La première cartographie de drones a eu lieu dans la région de Likuni, l'un des townships densément peuplés de Lilongwe. Cette carte révèle beaucoup de choses que nous ne savions pas en tant que responsables de communauté. Nous avons une tâche difficile à accomplir pour que notre environnement reste sain. Nous avons dit aux organisateurs que dans 6 mois, les choses allaient s'améliorer. Ce projet lancé en 2017 est une initiative du gouvernement malawite soutenue par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF. Le Malawi travaille actuellement à contrôler cette épidémie de choléra qui aurait commencé avec le début de la saison des pluies en novembre 2017. Les drones fournissent également des images aériennes qui indiquent les zones qui ont un besoin urgent de campagnes de sensibilisation du public. Avant, on utilisait des tableaux et les murs pour dessiner les cartes. Ça fonctionne, mais ça ne vous donne pas le même type de contact avec les gens. Quand ils voient quelque chose de semblable imprimé, ils sont stupéfaits. Ça permet aux gens d'être réactifs et de se dire « Non, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, on le voit très clairement sur cette image. » Le couloir de drone du Malawi a déjà été utilisé pour des opérations humanitaires et des travaux de développement. Les leaders communautaires et les résidents de la capitale ont participé à l'étude des cartes et ont contribué à mettre en place des plans pouvant aider à améliorer les choses. Les cartes créées grâce à l'imagerie des drones ont permis de mettre en perspective l'ampleur de la crise pour de nombreux résidents. Couleur pourpre fait escale en Afrique du Sud pour la première fois. Il a fallu 4 ans à la compagnie de théâtre sud-africaine pour réaliser une adaptation du film de Steven Spielberg. Le spectacle a débuté au Joburg Theater le lundi 5 février. Levé de rideau avec Aïssatou Diamanka Besland. La couleur pourpre se joue pour la première fois en Afrique du Sud. Le spectacle a ouvert ses rideaux au Joburg Theater le lundi 5 février 2018 et a fait salle comble. C'est l'histoire poignante de 2 sœurs afro-américaines, Célie et Nettie. À la place de Nettie, Célie devient l'épouse d'Albert Mr. Johnson alors qu'elle est âgée de 14 ans. Il abuse d'elle et pourtant elle s'occupe de ses 4 enfants nés d'une précédente union. L'actrice et chanteuse sud-africaine Didentle Kunu joue le rôle principal. Cette histoire parle de violence conjugale, de misogynie et de l'importance pour les femmes d'établir entre elles des relations où elles peuvent trouver refuge l'une auprès de l'autre. Il a fallu 4 ans pour réussir cette adaptation par la compagnie de théâtre sud-africaine, une histoire qui fait penser à la réalité de plusieurs femmes en Afrique du Sud.
Le spectacle est splendide et parle de sujets auxquels nos communautés font face. C'est intéressant car cette histoire a été écrite il y a longtemps et elle est toujours aussi pertinente pour notre communauté, pour notre pays. Et même si l'histoire se passe en Amérique, les sujets sont très liés à l'Afrique. Si pour certains, la première représentation a reçu des critiques élogieuses, parlant même d'une production ambitieuse, pour d'autres, il n'était peut-être pas utile d'aller chercher des histoires à raconter ailleurs. Je me demande pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires d'origine étrangère alors que nos propres histoires parlent aussi de souffrances comme les violences sexuelles faites aux femmes. Du 15e siècle à nos jours, on peut raconter nos histoires sud-africaines similaires à celles-là. Avec ces talents sud-africains, je suis très fier. La couleur pourpre est un film dramatique américain inspiré du roman éponyme d'Alex Walker publié en 1982. Il a remporté plusieurs prix. Il a été adapté au cinéma en 1985, mais également à Broadway et au Royaume-Uni. Le spectacle se terminera le 4 mars 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.